Salut tout le monde, bienvenue dans cette Rétrosport sur NRTV, ravi de vous retrouver. Au menu sportif cette semaine, on parle VTT d'abord, on visite le nouveau bike park flambant neuf qui a été inauguré à Saint-Cergue. Et ensuite, on part beaucoup plus loin, on va jusqu'en Égypte retrouver Loïc Vuillemin, le moine apnéiste originaire de Trélay a à nouveau battu des records suisses de plongée. On parle basket après avec la nouvelle coach de l'équipe féminine de 3 contre 3 nationale, c'est Caroline Brown-Turin. La Lyonnaise doit emmener l'équipe suisse jusqu'au JO de Tokyo. Et enfin, c'est Flavie Capozzi qui nous rend visite en plateau pour nous parler de son prochain défi. La nageuse s'apprête à faire l'aller-retour sur le lac Léman, soit 2 fois plus que son dernier exploit. On parle des préparatifs avec elle. Je vous souhaite une bonne émission à tous. Les amateurs de VTT de la région vont être ravis. Un bike park flambant neuf vient d'ouvrir à Saint-Cergue et a été inauguré le 8 mai dernier. Des sauts, des obstacles, de la montée, de la descente, de la vitesse, bref, un parcours conçu sur mesure pour les petits comme les grands et qui a déjà attiré foule lors des beaux jours quand il faisait encore beau. Pour en parler, j'accueille en plateau Damien Nardin qui est fondateur et président du club de VTT à Saint-Cergue, ou l'homme le plus heureux du monde depuis que ce bike park a ouvert. Oui, bonjour Alexandre. Heureux alors j'imagine. Bah oui, très heureux d'avoir surtout vu les visages des enfants, des parents qui étaient super contents. Enfin voilà, moi j'ai passé un week-end formidable pour cette inauguration. C'était génial, quoi. Ouais. Ouais. Alors on va le voir en image, ce bike park est situé en plein cœur de la localité de Saint-Cergue, au-dessus de l'église catholique. C'était l'endroit parfait parce que ce terrain était déjà très bien vallonné. Il y a eu très peu de modifications de terrain à faire en fait. Alors oui, pour nous c'était assez inespéré. Donc quand on a, en collaboration avec la commune, quand on a discuté pour justement essayer de trouver un emplacement pour ce genre de module, on imaginait plutôt quelque chose excentré, peut-être dans les bois. Et quand la municipalité nous a présenté le terrain, bingo, quoi. Ouais, c'était en plein cœur. C'était une zone qui était en friche. Pour ceux qui connaissent Saint-Cergue, c'était l'ancien mini-golf il y a longtemps. Et puis cette zone a été rafraîchie. Et quand on a vu les possibilités, ne serait-ce qu'avec les arbres, qu'avec les pentes qui existaient déjà, on s'est dit ça va être super, quoi. Ouais. Alors là, on est avec un cycliste, on découvre le bike park en images. Donc du coup, on le disait, des sauts, des obstacles. Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Sur quelle surface est construit ce bike park? Alors le choix de la surface était important. C'est un mélange de gravier et de sable compacté. Pourquoi ce choix? Comme vous le voyez en ce moment, il pleut quand même beaucoup dans notre région. Ouais. Et cette surface-là permet de drainer l'eau et d'éviter une détérioration importante, voire des risques de boue et du coup une utilisation pas possible quand il pleut. Là, c'est un bike park qui va pouvoir être utilisé toute l'année. Donc c'est d'où le choix de ce matériau. Ça nécessite quand même de l'entretien. L'entretien va être réalisé par une commission au niveau du club de Saint-Cergue. Donc c'est ratisser les graviers, compacter et vérifier que tout fonctionne bien, quoi. Alors ça s'adresse à qui ce bike park? Parce qu'il me semble que c'est le seul en Suisse romande à proposer de pareilles infrastructures justement et sur autant de surface. Et puis que même apparemment il y a des cyclistes de France voisine qui seraient attirés aussi par ce bike park en fait. Oui, alors le public, c'est essentiellement, on va dire, des enfants, adolescents. C'est ouvert à tout le monde, hein. Les adultes, bien sûr, peuvent venir, mais idéalement, dans l'optique, c'était d'avoir des enfants. On a une zone qui est sur du plat, avec là, des enfants de 5 ans même peuvent venir. Le jour de l'inauguration, il y avait de tout âge. Je crois que le plus jeune avait 5 ans. Il a passé la journée à faire du bike park. Donc là, c'est une zone où on va avoir de l'apprentissage, découvrir un petit peu l'équilibre. On a également une pump track. Donc une pump track, c'est un ovale avec des bosses. L'idée, c'est de pouvoir se déplacer sans pédaler. Habituellement, les pump tracks, elles sont en goudron. Là, on a décidé de la maintenir pareil avec ces graviers et ce sable, de façon à ce que ça s'intègre bien dans le paysage.
Après, vous avez plusieurs parcours qui sont un petit peu plus grands. On les a mis en rouge, classé rouge et puis noir. Donc il y a des niveaux, quoi. Il y a des niveaux, voilà. Donc vous avez un parcours principal qui est rouge, où vous allez avoir des modules avec des sauts, des virages relevés, des franchissements étroits, des franchissements de roches, une petite montée assez raide sur du bois. Donc vraiment l'idéal pour découvrir le sport, le VTT, quoi, tout simplement. Donc on va rappeler que ce projet s'est fait assez rapidement, que il y avait l'impulsion forcément de votre club de VTT à Saint-Cergue dont on va parler, mais l'idée est venue aussi du syndic Pierre Grabert avec un préavis validé à 63 000 francs du coup en décembre, et puis tout est allé très vite. Donc là on est en mai, ça y est, ça s'est fait. Donc j'imagine satisfaction aussi de la rapidité. Oui, alors c'est vrai que on s'imaginait pas que ça aille aussi vite. Des fois on nous le reprochait un petit peu de vouloir répondre à cette impulsion et puis que ça se crée. Et la commune a suivi à 100%. Au niveau du conseil communal, ça a été voté, je crois, 40 voix pour, donc sur les 40. Et donc, voyant qu'il y avait cet entrain, tout le monde voulait le faire. Et puis, et là, le week-end, donc il y a 15 jours pour l'inauguration, il y avait les municipaux qui étaient là. Le seul week-end de beau du mois de mai, il y avait les municipaux qui étaient là. Tout le monde avait le sourire et personne s'imaginait que ça pouvait drainer ce monde-là, quoi. Alors, les images qu'on voit actuellement, donc, c'est les sorties aussi que vous organisez en forêt, en montagne. Donc, le VTT Club de Saint-Cergue. Parle-nous un petit peu de ce club-là que tu représentes. Quelles sont les activités que vous proposez tout au long de l'année, du coup, j'ai cru comprendre. Hein. Alors, le club VTT de Saint-Cergue, c'est un club qu'on a créé il y a une petite année, donc juste à la sortie du Covid. C'est un club qui a été créé essentiellement au début pour les jeunes de 10 à 20 ans. Pourquoi 10 à 20 ans? Tout simplement parce qu'au niveau des moniteurs, on a une formation jeunesse et sport et c'est la section jeunes. Peut-être que plus tard, on ouvrira pour les plus petits enfants, mais on s'est concentré sur cette tranche d'âge. On en a vu des petits sur le bike park tout à l'heure. Voilà, ceux-là, ils ne faisaient pas partie du club. On les aura, c'est sûr, au club très prochainement. Ouais. Et donc maintenant, le club compte 7 moniteurs, dont 5 jeunesse et sport. On propose des activités pour les enfants donc de 10 à 20 ans sur les mercredis après-midi et les samedis matins. Alors là, avec le bike park, on va pouvoir beaucoup se servir de bike park pour réviser, préparer des exercices. Et une activité en plus. Voilà, aussi. C'est une activité en plus et pouvoir aller mettre après en application sur le terrain. La région de Saint-Cergue est juste magnifique pour le VTT. Donc voilà, comme on voit les images ici. Même la pluie, ça ne vous freine pas apparemment. Non, il y a vraiment... ça a continué là les dernières semaines. Hein. On a fini la saison très tard l'année dernière, jusqu'aux premières neiges. Le dernier cours, les enfants, ils étaient tous là, bien équipés. Je crois qu'il faisait 4 degrés. Il devait neiger, mais par contre, voilà, on allait jusqu'à fin novembre. Et on a repris très tôt également cette année. Donc, à part quand il y a des risques d'orage ou de grêle, les cours ont lieu. Et tout le temps, on a les motivés, ils sont là, aussi bien les moniteurs que les enfants. Voilà. Après, donc ça, c'était l'activité jeune. Et on a proposé maintenant aussi une activité pour les adultes. Et là, qui marche très très bien. Depuis le début de l'année, on a une multitude d'inscriptions. Et là, en fait, on fonctionne un petit peu avec un groupe WhatsApp. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut proposer une sortie, que ce soit en VTT, VTT électrique ou en gravel, propose sa sortie, le niveau un petit peu et les kilomètres qu'il souhaite faire, et puis chacun peut se joindre, donc c'est vraiment le top aussi, quoi. Avec les beaux jours qui arrivent forcément, et puis avec les assouplissements aussi niveau Covid, on peut davantage se réunir et faire des sorties comme ça. Oui. Voilà, donc si vous êtes jeune ou moins jeune du coup, eh bien vous pouvez aller découvrir le VTT avec le VTT Club de Saint-Cergue. Merci beaucoup Damien Nardin, on rappelle que tu es le fondateur et le président de ce club. Merci d'avoir été avec nous et nous avoir présenter ce magnifique bike park qui est donc à Saint-Cergue. Je peux peut-être rajouter un petit point, juste bien sûr. Pour le lundi, donc 24 mai, le club organise la journée du club VTT à Saint-Cergue qui est ouverte à tous les membres du club. On va commencer à 9h, on se donne rendez-vous à 9h sur le bike park et après il y a des groupes qui partiront soit en VTT électrique, soit en VTT. C'est réservé aux membres. Par contre, si vous voulez venir prendre des informations, nous rencontrer et puis poser des questions, c'est ouvert à tout le monde. Donc le lundi
24 mai. Bon, le rendez-vous est pris chez vous, on imagine. Merci beaucoup, Damien. Et puis à la prochaine. Merci, Alexandre. Il est l'apnéiste le plus performant et aussi le plus zen de Suisse. Originaire de Trellet, Loïc Vumain conjugue sa vie de moine bouddhiste et de plongeur de compétition depuis l'Égypte, où il vient de disputer une nouvelle compétition d'apnée et pulvériser une nouvelle fois des records suisses. Salut Loïc. Hello. Loïc, on est très content de te recevoir. Donc, tu es là en Égypte. Alors, je le disais, 3 records suisses de battus pour 3 plongées. Tu as fait 85 mètres en apnée poids constant et bipalme, 86 mètres en apnée poids constant et 86 mètres aussi en immersion libre. Et au final, tu as fini 2e de ce podium. Donc, première phase de championnat du monde. Tu es content de ces résultats, Loïc? Oui, très content. J'avoue que je suis un tout petit peu surpris. Mais je suis très content, ouais. Surpris pourquoi? Parce que tu t'étais pas fixé, tu t'attendais pas à aller aussi profond, c'est ça? Non, en fait, je m'attendais surtout à me faire écraser par les plongeurs élites qui étaient là. Et en fait, ils se sont assez peu intéressés au classement combiné, mais à des performances individuelles. Donc moi, je m'attendais à me faire m'écraser parce que c'est vraiment des grands champions. Et en fait, avec la constance de mes résultats et puis des profondeurs qui sont quand même correctes, eh ben, ça l'a fait pour être sur le podium. Donc je suis hyper content, je suis hyper content. Donc les records suisses, tu les avais déjà battus, mais là, tu as battu encore une fois tes propres records suisses, en fait. C'est ça, tu améliores sans cesse ton temps et la profondeur à laquelle tu plonges. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est les 100 mètres, c'est ça, pour la prochaine compétition? Oui, je l'ai dit, on en a parlé plusieurs fois. J'ai 2 objectifs principaux. Le premier, disons, c'est de prendre le record suisse sans palme à la brasse, qui est toujours détenu par Pascal Berger, et puis effectivement de me dédier peut-être plus à une discipline et essayer de l'approfondir beaucoup plus que ce que j'ai fait, parce que là j'ai gagné 1 mètre, 2 mètres sur mes précédents maximums. J'aimerais bien pouvoir envoyer du lourd, comme on dit. J'aimerais bien essayer 100 mètres. Je pense que j'en suis capable. Bon, ben là, quand même, les records suisses, 2e du podium, je pense qu'envoyer du lourd, ça, tu l'as déjà fait. Mais qu'est-ce que ça demande? J'aimerais qu'on se rende compte, qu'est-ce que ça demande comme technique? Comment on se prépare, en fait, à une compétition comme celle-ci? D'accord. Il y a deux grands types d'athlètes dans l'apnée. Il y a beaucoup de gens qui sont très tournés sur l'entraînement physique. Par exemple, l'Italien Omar Leussi, qui a fait des plongées à plus de 100 mètres pendant la compétition. C'est quelqu'un qui s'entraîne toute la journée, qui est une montagne de muscles, une montagne d'endurance, et vraiment un spécialiste de la technique. Et puis, il y a une autre partie des apnéistes qui est peut-être un petit peu minoritaire dans le monde de la compétition, qui sont les gens plus comme moi, qui vont plus axer sur une approche plus directement mentale, de lâcher prise face à la performance. Donc, moi, je me concentre beaucoup plus sur les étirements, le yoga, la méditation, même une forme de programmation de mon inconscient. Et puis, en fait, les résultats que j'obtiens, bien qu'ils soient très honorables, j'ai pu remarquer, par exemple, sur les photos, sur des briefings, que effectivement, je manque de technique. La descente, je choque beaucoup de fois la corde. Mon style de palmage n'est pas excellent. Tu as dit d'ailleurs, j'ai lu ça dans le journal La Côte, où tu disais qu'apparemment tu avais été critiqué là en Égypte sur ton style, où on disait que ton style était dégueulasse. Pourquoi? Oui, c'est vrai. On m'a fait des remarques sur mon style de palmage. J'ai un style de palmage un tout petit peu enfantin, en fait, où j'utilise trop mes genoux et en fait je perds de l'efficacité sur le rendement du palmage. C'est quelque chose qu'on peut corriger, bien entendu, assez facilement, mais ça veut dire je suis bon pour le jogging, la salle de muscu, ce genre de trucs, quoi, que je laisse généralement de côté, quoi.
Quand on fait, parce que tu fais 2 mètres, il me semble, quand on fait 2 mètres, c'est justement un avantage ou un inconvénient quand on fait de l'apnée? Alors ça dépend, hein, parce que pour trouver des palmes à sa taille, c'est parfois gênant et puis on se fait répondre des blagues un peu mauvais genre, hein, vous n'avez pas besoin de palmes, là, là. Ok. Ou alors pour la combinaison, par exemple, la combinaison, bah, c'est sûr et certain que je rentre pas dans les combinaisons classiques, disons à prix accessible, donc je suis obligé de faire du sur-mesure. Ouais. Mais par contre, pour l'immersion libre, là où on tire avec les bras, j'ai une allonge d'un bras à l'autre qui est vraiment grande par rapport à quelqu'un d'autre. Donc là, c'est un avantage. Et puis, il y a des gens qui pensent que quand on est grand, on est plus hydrodynamique. Alors ça, je peux pas dire, j'ai jamais été petit. Tu parlais, Loïc, juste avant de ta préparation qui était plutôt mentale, justement, très axée sur le mental. Et puis, on pense forcément aussi à ta pratique, ou en tout cas au fait que tu es moine bouddhiste aussi. Donc, on imagine que ça influe là-dessus, que ça t'aide pour te préparer. Moi, j'aimerais savoir comment, quand on fait une compétition d'apnée comme ça, comment on maîtrise ses peurs, ses angoisses, et surtout, comment on fait attention à ne pas se mettre en danger. Le mot d'ordre pour maîtriser ses peurs, c'est véritablement d'aller au-delà. Moi, j'aime bien dire à mes élèves que la relaxation n'existe pas. La relaxation, c'est un processus naturel d'abandon du stress. Donc, quand on pratique beaucoup de méditation, on a l'habitude de s'observer soi-même et l'habitude de reconnaître en fait ce qui nous arrive et de se reconnaître soi-même. Donc, par exemple, quand je stresse, parce que tout le monde stresse, hein, tout le monde a peur, bien entendu. Je vais peut-être avoir plus de facilité à pas empiler encore plus de stress par-dessus, c'est normal. Je me dis simplement, bah oui, je reconnais, je stresse. Et à partir du moment où on commence à reconnaître ces sensations intérieures, alors elles sont beaucoup plus faciles à sublimer. Si on essaye de nier ces émotions, ces peurs et tout ça, et qu'on les accepte pas, ou alors qu'on les voit pas, c'est vraiment difficile d'aller au-delà. Donc c'est vraiment ça, disons, l'avantage que représente une pratique sincère, et, régulière et bien tassée de la méditation. Et sur le danger, justement, je sais que toi, tu fais très attention à ne pas forcer, c'est-à-dire, des fois, tu peux avoir des petites appréhensions où tu te dis, là, je le sens pas, ou bien je sais que tu dialogues aussi beaucoup avec ta femme et que ta femme, des fois, te voit et te dit, ouh, là, je le sens pas, il faut pas que tu plonges. Toi, du coup, tu n'y vas pas à ce moment-là. C'est-à-dire que tu ne forces jamais quand tu ne sens pas la chose. Alors oui, c'est vrai, je partage mes sensations avec mon épouse qui a décidé de prendre de plus en plus de recul parce que plus la profondeur augmente, plus l'inquiétude est grande et je peux pas, disons, me permettre de partager son inquiétude. Mais j'écoute toujours ses suggestions, celle de ma fille aussi, qui a généralement l'optique inverse. Vas-y, papa, à fond. C'est vrai que je suis un plongeur prudent, j'ai quand même une formation assez solide en plongeur de sécurité, j'ai déjà sauvé la vie à des gens, j'ai déjà conseillé à des gens de ne pas tenter ce record, et éventuellement, je dis bien éventuellement, je fais très confiance à mon intuition. Donc quand je descends, si vraiment je sens que ça va pas le faire, je préfère largement être disqualifié, tourner, voire tirer sur la corde s'il y a trop d'appréhension que de prendre des risques. Parce que j'ai déjà eu des accidents en apnée, notamment en faisant la sécurité d'autres plongeurs. Je me suis cassé un tympan, j'ai fait des œdèmes pulmonaires et j'ai pas 20 ans.
Donc, je peux pas en prendre un nombre incalculable. Donc oui, je suis assez prudent et je préfère effectivement arrêter une plongée si ça le fait pas que de pousser. Même si, je l'ai dit, je crois en ligne, sur la dernière plongée en sans palme, j'ai eu un souci à l'oreille. J'avais vraisemblablement du mucus pris dans l'oreille. Et il fallait que je fasse un minimum pour rester en deuxième place. Et là, j'ai pris sur moi bon, on appelle ça surfer ses tympans. Il faut pas le faire, mais bon, le calcul, j'étais à 5-6 mètres de pouvoir tourner et de maintenir ma place. Donc j'ai pris ce risque que d'habitude je ne prends pas. D'accord. Ce qui est drôle, Loïc, aussi, c'est que à la base, on le rappelle quand même, tu avais peur de l'eau quand tu étais enfant et adolescent. Et du coup, tu as pris l'apnée comme ça, et l'apnée aussi de compétition surtout, comme un dépassement de soi. Finalement, est-ce que ce ne serait pas une application de tes théories zen et justement de la mise en pratique en fait de ce que tu as appris et de ce que tu inculques aussi en tant que moine ? Tout à fait. J'adore dire que l'apnée, c'est une forme de quantification de la profondeur. Quand je dis aux gens je suis le moine le plus profond du monde, on me dit mais qu'est-ce qui justifie ça? Qu'est-ce qui justifie que vous disiez ça? Je dis je plonge à 86 mètres. Voilà, donc j'aime bien ça. Mais c'est vrai que l'approche méditative et l'approche de l'apnée sont en apparence radicalement opposées, mais elles ont beaucoup d'aspects qui se retrouvent et des aspects qui sont complémentaires. C'est-à-dire que dans l'apnée, il y a un contact direct, on va se confronter directement à ses peurs, alors que peut-être dans la méditation, c'est plus diffus. Et c'est vrai, j'ai vécu une noyade quand j'étais petit, et puis j'ai vu les dents de la mer comme tout le monde. Et puis ensuite, j'ai développé des peurs, mais carrément des peurs archétypales, quoi. Même quand j'allais dans le Léman, je pensais que le Léviathan allait sortir des profondeurs et me dévorer. Et j'avais peur de pas voir le fond. Et ça me semblait pas concevable pour un moine qui prétend être capable d'amener une forme de libération aux gens au travers de son enseignement, d'être limité par des peurs qui forcément étaient à l'intérieur de moi. Donc l'apnée quelque part m'a aidé à faire une forme de thérapie en fait sur ces peurs que je pouvais pas accéder de manière aussi vivace avec la méditation. Et aujourd'hui, du coup, tu es l'un des plus profonds du monde, comme tu le disais, moine et du coup apnéiste, et puis surtout le recordman de Suisse. Donc on va suivre, évidemment, on va continuer à suivre ton parcours. Loïc, tu reviens nous voir bientôt quand même, tu es en Égypte là, mais cet été, tu vas faire un petit détour par la Suisse quand même. Je rêve d'une promenade en forêt avec éventuellement même un petit peu de pluie. Malheureusement, la Suisse est dans la liste rouge là de la Suisse, donc c'est pas évident. Je peux pas me permettre 10 jours de quarantaine en Suisse. Ça, je peux pas me le permettre. Mais oui, c'est au projet. Il y a beaucoup de gens qui m'attendent. Il y a des clubs suisses qui m'attendent, des clubs d'apnée suisses qui m'attendent pour qu'on puisse les aider aussi, parce que je me sens un petit peu seul. Il y a Florian Burghardt dans l'apnée suisse, mais après, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde. Donc, ça serait bien que les clubs se sentent soutenus aussi dans leur passion et peut-être s'intéressent un peu plus à la compétition, s'ouvrent sur le monde, parce que maintenant la Suisse est un pays qu'on commence à reconnaître dans le monde de l'apnée, ce qui est très chouette. Je suis très content. Eh ben, on est très fiers aussi de te compter justement parmi les sportifs d'élite et les recordman donc d'apnée de Suisse. La prochaine fois que tu viens chez nous, du coup, on va plonger ensemble dans le Léman. Ça marche ? D'accord, je prépare une combinaison bien épaisse alors. Super, merci beaucoup Loïc d'avoir été avec nous. Bravo encore pour tes résultats et à très bientôt alors. Merci beaucoup, à bientôt, oui.
Elle est la nouvelle coach de l'équipe féminine nationale de basket en 3 contre 3, la Nyonnaise Caroline Brown-Turin, que l'on a vu de longues années jouer au Rocher dans l'équipe du Nyon Basket féminin, endosse ce nouveau défi avec un but bien précis, qualifier l'équipe suisse pour les JO de Tokyo. Les phases qualificatives auront d'ailleurs lieu du 26 au 30 mai en Autriche. Bonjour Caroline. Bonjour. Caroline, alors tu as quitté le terrain en 2018 et puis tu as déjà été coach. On t'a vu coacher pour Helios Basket, notamment en Valais, puis tu as déjà coaché aussi l'équipe nationale suisse féminine, mais c'était les moins de 23 ans. Maintenant, c'est les seniors. Qu'est-ce que ça change et puis quelle responsabilité tu as sur les épaules? Là, la responsabilité, ça va être d'essayer d'aller chercher cette qualif. Donc, avec les moins de 23 ans, on avait eu une Coupe du Monde en Chine. On avait une préparation un peu courte parce que voilà, c'était un peu tard dans l'année, donc les joueuses déjà un peu en saison. On était allé un peu, voilà, comme ça, prendre de l'expérience sans vraiment d'objectifs élevés, si ce n'est sortir du groupe. Là, c'est un TQO, c'est les seniors, c'est forcément des objectifs un peu élevés. Ça te met la pression ? C'est une bonne pression, j'ai envie de dire. On n'a jamais eu l'opportunité d'essayer de se qualifier pour aller à des Jeux Olympiques. En 5-5, c'est pas vraiment envisageable en Suisse. Le 3-3 offre cette opportunité-là. Donc, moi, j'ai envie de dire, c'est une bonne pression. Moi, je suis beaucoup plus excitée que ressentir la pression. Mais c'est un objectif qui est élevé, ouais. On saura si l'équipe suisse est qualifiée à l'issue de ces championnats du coup du 26 au 30 mai. On saura directement ou il y a encore Non, tout à fait. Nous, il y a 2 tournois qualificatifs. On est qualifié uniquement pour celui-ci de Grasse du 26 au 30. Donc à l'issue des jours de compétition, il y aura 3 équipes sur 20 participatives. Il y aura 3 équipes qui seront qualifiées. Donc ça va être très 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 challenge, mais intense. Et on verra au bout des quelques jours. Quelle chance vous avez là par rapport aux autres équipes, etc. Comment tu situes ton équipe de Swiss Basket? Je dirais qu'on a une vraie chance qui est petite, mais on a une vraie chance comme d'autres équipes qui ont le vécu qu'on a en 3-3. Depuis que le 3-3 se développe, on a commencé avec l'équipe suisse en 2014, on a toujours été quand même dans les top nations européennes. Donc on y va avec l'ambition d'essayer de se qualifier, parce que quand on est bien, dans des bons jours, quand on joue bien ensemble et qu'on a aussi un peu de réussite, il y a aussi un facteur chance, tout ça, ça va ensemble. Quand tout ça est réuni, on est vraiment capable de rivaliser avec le top niveau mondial. Et vu qu'en 3-3, ça se joue sur 10 minutes, c'est des matchs rapides, ou si on prend le truc par le bon bout, ça peut vite aussi être positif. Les chances, elles sont là. Après, c'est juste que la compétition, toutes les autres équipes pensent comme nous. Et toi, ton défi, là-dedans? Mon défi, c'est que nous, on puisse tirer notre épingle du jeu et qu'on arrive vraiment à rentrer, en tout cas dans la phase de poule, parce que c'est un groupe de 5, pour pouvoir sortir de cette phase de poule. Après, c'est un match où on dit win or go home, tout donner, mais sortir de cette phase de groupe, il faut pouvoir amener... commencer en fait tous ces matchs-là, vraiment le couteau entre les dents et puis sortir du groupe. En attendant, là, vous disputez des phases de préparation. Il y a eu ici en Suisse, il y aura en France à partir de ce week-end aussi, donc pour vous tester aussi avec les autres équipes. Je sais que le week-end passé, là, ça s'est pas très bien passé contre la Pologne, mais il y a eu d'autres matchs de gagnés, donc il y a plein de choses encourageantes, on va dire, pour Absolument, c'était le premier week-end de préparation après une longue période sans 3 contre 3, avec le Covid l'année passée, les filles n'ont pas joué réellement en 3-3 depuis presque 2 ans. Une très bonne première journée, samedi, puis le dimanche un peu plus compliqué. Après, c'est aussi le dimanche, on n'a qu'un seul match. Ouais. Donc forcément, quand on passe un peu à travers d'un match, qu'il n'y en a pas d'autre derrière, c'est compliqué. Bon, on finit un peu sur un goût amer. Donc voilà, on va un peu parler de ce match de dimanche, mais on va aussi surtout garder en tête les matchs de samedi, où on voit que voilà, on peut battre la Russie, on peut faire un très bon comeback contre la Pologne, et il y a des très bonnes choses. Ouais. Tu connais bien cette équipe nationale 3-3 parce que tu as joué toi-même, en fait, il y a quelques années. Ça aide justement quand on a joué dans une équipe, qu'on devient coach, on sait un peu mieux à quoi s'attendre et comment coacher les filles. Moi, je pense que c'est à notre avantage dans la situation actuelle. Ouais, on se connaît bien. J'ai l'impression de connaître les joueuses de l'équipe, les plus jeunes aussi, avec qui j'ai pas forcément joué autant qu'avec les 2 plus âgés de l'équipe. Mais pour moi, c'est un avantage. Parce que j'ai l'impression que je les connais puis que je sais comment tirer un peu le meilleur d'elles-mêmes. Après, voilà, c'est aussi des fois un peu plus de challenge aussi, parce qu'il y a un vécu. Moi, j'essaye d'utiliser notre vécu, les expériences un peu qu'on a eues, que ce soit les victoires ou les échecs aussi, d'essayer de
prendre ça et puis de grandir ensemble vu qu'on a vécu ça et puis d'amener ça un peu aux joueuses et à l'équipe. Et il y en a que tu connais très bien aussi, c'est Méline Frankina et Eva Roga, donc qui sont les deux remplaçantes de cette équipe 3-3 qui viennent de Nyon, comme toi, du coup. Donc il y a aussi cette proximité, j'imagine, entre toi et les filles. C'est quoi qui te plaît, toi, Caroline, dans le coaching? Pourquoi tu t'es dirigée là-dedans? Je crois que c'est ça, c'est l'échange, puis la proximité avec les joueuses. Moi, j'aime beaucoup le basket. Je suis une vraie passionnée de basket. Et transmettre, c'est vrai que même dans mon rôle à l'époque de joueuse, j'ai souvent été capitaine. Et j'avais un rôle où je parlais beaucoup déjà à mes coéquipières sur le terrain ou avec mes coachs sur le banc. Et puis j'ai toujours aimé un peu la tactique, la stratégie. Donc c'est vraiment suite aussi à ma blessure en 2015 que j'ai eu cette opportunité avec Elfie, que je me suis dit, pourquoi pas, en fait, ça me plaît. Puis j'ai vraiment découvert que, voilà, être dans la salle avec les filles, puis transmettre un peu mon expérience et puis essayer de jouer bien au basket, c'est vraiment un truc qui me fait assez Après, il y a eu les clubs, donc club important avec Helios, et puis maintenant, coacher au niveau national, quoi, c'est une étape de plus, quoi. C'est une étape de plus, ouais. Helios, ça a été ça a été très rapide, puis ça se fait dans un contexte, voilà, une opportunité que j'ai saisie. J'ai beaucoup aimé. Ça a été un peu dommage parce que ça a été du coup stoppé avec le Covid, donc on n'a pas pu aller au bout de la saison, mais ça a été une très belle première expérience de coach principal. Et là, l'équipe nationale, ouais, c'est une fierté. Moi, je prends beaucoup de plaisir là-dedans. Et puis, c'est très fun parce qu'il y a un TQO à jouer. Il y a une qualif pour des JO. Ouais. Moi, j'ai jamais eu l'opportunité de jouer ça. Donc, de pouvoir vivre ça avec les filles qui jouent encore en tant que coach, moi, je prends beaucoup de plaisir et c'est du haut niveau, donc ça me plaît. Ouais. On va revenir à Nyon et au Nyon basket féminin. Les images qu'on voit derrière moi, c'est des images qui datent de 2018, où vous avez gagné la coupe donc, en LNB. C'était ton dernier match, vraiment dernier de ta carrière de joueuse. Ça te fait quoi de voir ces images-là? Depuis avant, je me rends compte que j'ai le regard qui part beaucoup dessus. Ça me fait beaucoup de bien de les revoir et vraiment plaisir parce que c'était une très belle aventure de finir à Nyon. J'ai commencé à Nyon, je suis de Nyon, je suis née à Nyon. Et voilà, de pouvoir finir ma carrière, c'était quelque chose en plus de pas du tout prévu, très inattendu, qui s'est fait voilà un peu dans le contexte qui était à l'époque. Et en fait, on a vécu une aventure au sein de l'équipe et avec les filles qui était vraiment belle et fun. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Puis voir gagner ce titre dans une salle comme ça, remplie au rocher. Avec du public. Avec du public. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Tout le monde était en rouge. Enfin voilà, il y avait une ambiance de folie. Et ça a été un très beau week-end, une belle finale. Et puis un de mes top titres de ta carrière. Ouais, quand même. Alors, ce qui est étrange, c'est qu'avant, hors caméra, avant qu'on commence cette interview, tu regardais ces images et tu me disais, ça me manque pas, en fait, de jouer. C'est bizarre, quand même, non? Ouais, non, ça me manque pas du tout de jouer. Je pense que j'ai beaucoup... je pense que j'ai eu la chance de pouvoir être pro, de pouvoir... faire des choses assez chouettes en Suisse. J'ai pu partir jouer à l'étranger. Et puis, ce que j'ai voulu faire, je l'ai un peu fait. Et puis, j'ai eu ma grosse blessure, je suis revenue derrière. Et quand j'ai voulu arrêter, j'étais vraiment assez sûre de moi. Et aujourd'hui, le basket, je regarde tous les jours. Je suis beaucoup un peu tout ce qui se passe dans le monde du basket. Mais jouer ne me manque pas du tout. Et quand je vais à l'entraînement et que je suis là et que les filles s'entraînent, je suis très à l'aise dans ma position de coach. Exactement. Tu t'es pas trompé. Non, voilà, la page est tournée, j'ai fait le tour et j'ai pris beaucoup de plaisir, mais il y a un temps pour tout. Ouais. Il y a un temps pour tout et le temps donc du 26 au 30 mai, l'objectif ce sera de se qualifier pour les Jeux Olympiques, de qualifier cette équipe féminine de Swiss Basket en 3-contre-3. Merci Absolument. Caroline d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci TV. Bonne chance du coup. Oui, merci. Ouais. À très bientôt. Il en faudra un petit peu. D'autres choses aussi, mais un peu de chance, ça va nous faire du bien. On va croiser les doigts alors. Merci. Salut. Au revoir. Après ses exploits, il y a 2 ans où elle a traversé le Léman à la nage, Flavie Capozzi double son défi. Le 28 juillet 2022, elle tentera l'aller-retour sur le lac Léman de Genève à Véto, soit 150 km de nage et 55 heures d'effort. Comment se prépare-t-elle à plus d'1 an de son défi? C'est ce qu'on va lui demander en plateau. Salut Flavie. Salut. Flavie, ravie de te retrouver ici sur le plateau d'NRTV. Comment ça va déjà? Alors très bien, je suis en pleine forme. La reprise des entraînements est un petit peu difficile, mais
physiquement, je me sens en forme. Tu vas nous raconter tout ça et tu nous as amené alors une bouteille de vin sur notre plateau. Qu'est-ce que c'est? Elle est à ton effigie. On voit, il y a marqué 150 km traversés aller-retour du Léman. Alors, donc, la première fois, on avait déjà créé des bouteilles justement pour récolter des fonds. Et puis, le vigneron a décidé de se relancer dans l'aventure en créant des nouvelles bouteilles. Et le but, donc, c'est de vendre le maximum de cartons. Et puis ensuite, tous les fonds reviendront à l'association. Voilà, donc la cave La Muscadelle au Mont-sur-Rôle. Donc pour soutenir ton projet des 150 km, on va en parler bien entendu. Mais si tu veux bien, Flavie, j'aimerais revenir un court instant sur ton premier exploit en 2019. On le rappelle, 31 heures d'effort, traverser le lac Léman dans la longueur. Ça fait 73 km, c'est ça. Quel bilan tu tires aujourd'hui, maintenant qu'on est un peu à froid, on va dire, on est à plus d'un an, un an et demi même de cet effort-là. Quel bilan tu tires? Alors, déjà, j'en garde des super bons souvenirs. Franchement, on a vécu j'ai vraiment passé par tous les états émotionnels possibles. Que du bon, franchement, que du bon. Mais là, vraiment, du coup, je suis fixée pour le prochain et du coup, je me réjouis encore plus du prochain. Bon, avant qu'on commence à enregistrer, tu regardais les images qu'on voit à l'instant sur notre écran et tu me disais, mais quelle catastrophe, cette technique de nage et tout, pourquoi? Oui, parce que même au bout de 20 heures d'effort, franchement, je nageais n'importe comment. Franchement, c'est une catastrophe. Et puis avec la combinaison, en fait, l'élasticité de la combinaison, déjà, je déteste nager en combinaison. Donc avec l'élasticité de la combinaison, j'avais de la peine un peu à faire mes mouvements, donc c'est horreur. Mais donc beaucoup d'émotions, beaucoup de bons souvenirs. Là, on voit du coup ton arrivée. Et puis, tu as mis très rapidement à t'en remettre, en fait. Moi, je me suis dit, mais avec un tel effort, peut-être que pendant une semaine, tu allais dormir, mais en fait, pas du tout. Alors, je suis arrivée à Genève. Tout de suite, je me suis levée, j'ai parlé avec les gens. Enfin, ça a duré un petit peu 2 heures et j'ai pas eu le temps de me poser. Donc, en fait, j'étais entre guillemets en forme, donc un petit peu fatiguée, mais normal. Et puis, je suis rentrée chez moi, j'ai fait ma nuit et après, j'ai refait ma vie normalement, sans avoir de courbatures. Moralement, tout allait bien. En fait, c'est comme si rien ne s'était passé. Comme si tu n'avais pas assez souffert, en fait. Voilà, c'est ça. Et puis, c'est pour ça que je me suis relancée plus fou, parce que je ne m'attendais pas vraiment à ça, en fait. J'aurais préféré arriver et puis de me dire, OK, mon corps, là, il a été au bout des choses, je peux pas plus. Et en fait, non, mon corps est capable d'aller plus loin. Et puis ça, c'est ce que j'adore dans la vie, c'est de pouvoir pousser mon corps au bout des limites. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de retenter quelque chose de plus gros. Ouais. Et donc pourquoi rester finalement sur le lac Léman et te dire, bon, OK, on va faire le double du dernier défi? C'est vrai que j'habite en Suisse, je suis dans la région. J'ai déjà fait quelque chose sur le lac. Les gens attendaient peut-être aussi un petit retour de ma part. C'est vrai que sur les réseaux, je recevais plein de commentaires. Alors, c'est quoi le prochain? Et je me suis dit, on réessaye dessus. On essaye de faire le double. Encore plus loin. Et puis voilà, après, pourquoi pas plus tard faire des choses ailleurs. Mais voilà, je suis en Suisse, je représente entre guillemets la Suisse, là, donc c'est très bien. Le lac, c'est très bien. Ouais. On est à un peu plus d'un an du coup de ce défi. À quel stade on est dans l'entraînement là? Quel préparatif ça demande? Alors là, c'était très compliqué parce que du coup, j'avais prévu de reprendre les entraînements en septembre, sauf qu'il y a eu le Covid. J'ai eu le Covid, donc les piscines ont fermé. Moi, j'étais out complet. Et puis, j'ai eu de la peine à avoir les autorisations pour pouvoir nager. Je les ai eues il y a 2 mois, donc j'ai repris vraiment l'entraînement il y a 2 mois. C'est de l'entraînement tous les jours, avec de l'entraînement physique à côté. Là, j'ai 1 fois par semaine, on va passer à 2. Et puis du lac, de la piscine, voilà. Est-ce que c'est encore plus intense? Est-ce qu'il y a encore plus de sacrifices à faire vu que tu doubles ton défi? Alors, j'ai un nouvel entraîneur, du coup, qui est Michael Richard. Et du coup, lui est vraiment dans un autre état d'esprit. Donc, je dirais que c'est différent, en fait. Donc, non, j'ai pas plus de sacrifices à faire. C'est un peu plus strict. Enfin, il faut rester bien concentré. Je sais me tenir quand même à carreau, tout ça, bien suivre les entraînements. Mais de toute manière, voilà, c'est des entraînements tous les jours, bien manger, bien se reposer. C'est un peu la même préparation physique, on va dire, ou est-ce que ça s'intensifie? Alors non, c'est un petit peu la même chose, mais vraiment, ils ont 2 façons d'entraîner qui sont totalement différentes. Lui privilégie plus là, un peu de vitesse, moins de distance qu'avec l'ancien entraîneur. C'est vrai qu'on partait un petit peu dans l'inconnu.
Donc c'est différent, mais voilà, ça me plaît bien. Et puis, Il y a plus de préparation mentale, hein, il me semble. Je crois que j'ai lu ça quelque part où tu disais que pour ce défi-là, le mental allait être d'autant plus important. Alors, par rapport à moi, pour moi, c'est vraiment le mental qui fait ça. C'est ce que je dis toujours quand on se prépare dans des défis comme ça. Enfin, le mental, il est obligé de suivre parce que sinon, on ne tient pas. Enfin, donc, pour moi, c'est vraiment le mental. Le mental, je pense que j'ai un très fort caractère, donc je suis vraiment capable d'aller au bout. Obstiné, et puis, c'est ça? Obstiné? C'est quoi obstiné? Bah, t'es déterminé, tu vas Ah oui, jusqu'au alors bout. ça, oui. Non, mais ça, complètement. Franchement, j'ai aucune peine à ça. Après, c'est juste, bah voilà, il faut que le physique suive aussi, quoi. Il faut s'entraîner, parce que si on ne s'entraîne pas, ça ne suit pas, quoi. Et puis le soutien des proches, etc., c'est important dans Alors ça, dans ces oui. phases-là. Déjà, heureusement que j'ai mon papa et ma maman, parce que déjà, ils gèrent tout ce qui est administratif. Et heureusement, parce que moi, je ne pourrais pas aller chercher les sponsors, tout ça. Et puis, voilà, j'ai aussi mon équipe à côté, mon entraîneur physique. Heureusement qu'il est là, parce que j'ai besoin de ça. Masseuse, physio, médecin du sport, nutritionniste. Enfin voilà, les pilotes de bateau, tout le monde, mes proches, tout ça, j'ai besoin de ça toute seule, j'y arriverai pas. Enfin, ça c'est important. On a parlé de cette bouteille de vin donc pour soutenir ton projet. Il y a d'autres actions aussi pour soutenir financièrement ton projet, mais pas que ton projet, parce qu'il me semble que tu es aussi investi pour justement récolter ces fonds-là, aussi pour les reverser à une association qui construit des puits au Burkina Faso, c'est ça? Oui. Pourquoi ce choix? Pourquoi cette importance pour toi de t'investir là-dedans, dans l'humanitaire? Alors déjà, dans la vie de tous les jours, j'adore pouvoir aider. Et puis c'est vrai que pour moi, faire des défis sportifs comme ça, pour soi-même, c'est bien. Mais si je peux aider à côté, c'est vraiment chouette. Et là, cette année, enfin du coup l'année prochaine, j'avais envie d'associer l'eau à l'eau en me disant, voilà, moi j'ai la chance de pouvoir nager dans des litres d'eau, alors que dans des pays, ils n'en ont même pas pour boire, ils n'ont même pas d'eau courante. Et je trouvais important de sensibiliser les gens, surtout en Suisse, où là on a vraiment du luxe partout, de sensibiliser les gens à ça et puis de pouvoir donner notre aide aux pays plus dans la misère que nous. Qu'est-ce qui va se passer jusqu'au défi en juillet, du coup? Toujours, donc, alors on a compris les entraînements, on a compris ton quotidien. Ça va être ça jusqu'en juillet, ça va s'intensifier, comment ça se passe? Alors oui, cet été, ça va bien s'intensifier parce que du coup, il y aura les grosses chaleurs, donc on va pouvoir faire de la longue distance en lac. Après, j'ai quelques compétitions prévues aussi, les 24 heures de natation, ce genre de choses que mon entraîneur veut que je fasse. Et puis voilà, après, on va travailler de la vitesse, de la technique, de la longue distance, enfin un peu de tout, quoi. Mais c'est vrai qu'on aura un moment, ça va monter, un moment, ça va descendre. Enfin, ça dépendra des périodes et ça, c'est tout mon entraîneur qui gère. Bon, on va suivre tout ça avec toi. Du coup, on va suivre ton parcours, ton aventure jusqu'à ce prochain défi en juillet 2022. Du coup, l'aller-retour sur le lac Léman. Merci Flavie d'avoir été avec nous. Merci à toi. Et on te dit à très bientôt. Salut. Merci d'avoir regardé cette rétrosport, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un excellent week-end de la Pentecôte et je vous dis à la semaine prochaine pour plus de sport.